Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme puisque aujourd'hui, on va partir pour une vidéo qui va être dense, qui va être longue, mais qui va répondre à une problématique puisque le message que je reçois le plus souvent sur les réseaux, c'est qu'il y a plein d'informations disponibles sur YouTube, sur Instagram, sur Internet en général, mais qu'il est extrêmement compliqué de mettre en place une stratégie avec toutes ces informations. Donc le but de cette vidéo, ça va être justement de te donner une stratégie concrète en bourse et pour l'optimisation de ton patrimoine en général et une stratégie applicable pour tes investissements. Donc la vidéo va être assez longue, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais prends de quoi noter et je te souhaite une bonne vidéo. Où est-ce que j'en suis personnellement? Pour faire un petit point sur qui je suis pour te parler d'investissement. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine net qui vient de dépasser les 570 000 euros et j'ai environ 30% investi en bourse. Donc j'ai un portefeuille qui a dépassé les 170 000 euros en bourse. Donc je suis quand même largement investi et c'est une classe d'actifs que j'apprécie particulièrement et sur laquelle je travaille au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de stratégie, j'aimerais faire un point sur la situation actuelle en France et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de prendre les devants et de commencer à investir le plus jeune possible et même peu importe l'âge, parce que même à 30, 40, 50 ans, il est encore possible de faire de très belles choses avec l'investissement. Premièrement, j'aimerais parler de la retraite, puisque c'est un sujet central en France actuellement. L'évolution de l'âge légal de la retraite tend à augmenter, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, et globalement, depuis 2010, ça ne fait que augmenter. Et c'est d'ailleurs un sujet de débat avec les générations qui ont 50, 55, qui ont vu leur âge de la retraite se repousser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est encore loin des autres pays, notamment des autres pays européens. Vous voyez qu'actuellement, en 2024, la Commission européenne a annoncé un âge moyen de départ à la retraite de 62,6 ans, alors qu'en Belgique, c'est 62,8. La moyenne de l'Europe, c'est 63,6. Et en Allemagne, ça va jusqu'à 64,2. Alors oui, on râle, la retraite est repoussée. Et effectivement, pour les personnes qui travaillent depuis 40, 45 ans, c'est extrêmement compliqué de voir l'âge légal de la retraite se repousser et donc le temps de travail être rallongé. Mais il faut comprendre que la France n'est pas le pire pays là-dessus. L'autre point également, c'est que le système de retraite actuel, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a un problème, puisque le système de retraite a été construit après la Seconde Guerre mondiale et globalement en 1960, on avait 4,7 actifs qui finançaient la retraite de un seul retraité. En 2024, on est à 1,69 actifs pour un retraité. Donc c'est le principal problème de la retraite, c'est que les actifs financent la retraite des personnes retraitées, et moins il y a d'actifs, plus ça va être compliqué. Et il y a un autre souci avec la retraite, c'est qu'il y a une perte moyenne des revenus qui se situe entre moins 25% pour les plus chanceux et moins 50% pour les moins chanceux. Donc il y a deux choses. Premièrement, le système de retraite est bancal et on ne sait pas s'il va tenir pendant encore 10, 20, 30 ans. Donc les générations qui ont mon âge, par exemple, aux alentours de 30 ans, à mon avis, on est obligé de prendre en main les choses, d'investir pour préparer notre propre retraite. Et en plus de ça, si on a envie d'avoir une retraite confortable, il faut prendre en main les choses, encore une fois, pour se créer une retraite complémentaire. D'ailleurs, 73% des Français pensent que la retraite par répartition, donc la retraite actuelle, va disparaître d'ici 2050. Ça, j'en sais absolument rien, mais par contre, je sais qu'il faut se préparer et à échelle individuelle, faire tout ce qu'on peut faire pour prendre les devants et ne pas se retrouver dans une situation périlleuse au moment où on a envie de prendre la retraite. Donc si je résume rapidement, ne pas agir et ne pas investir, c'est laisser l'État décider de l'âge de départ à la retraite, du montant que tu obtiendras, tout en espérant que le système n'implose pas entre-temps. Ce n'est pas mon interprétation, c'est statistique, c'est ce qu'on vient de voir dans les chiffres. Deuxième point qui pousse les Français et globalement toutes les personnes de ce monde à investir, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'en France et en Europe et aux États-Unis et dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle de l'inflation. Donc l'inflation, qu'est-ce que c'est ? C'est une augmentation des prix globalement. Le coût de la vie coûte de plus en plus cher année après année. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2021, l'inflation cumulée est de 14%, avec des pics qu'on a connus, et c'est un peu la narrative principale en 2022, en 2023. Ensuite, ça a chuté un tout petit peu, mais globalement, chaque année, en tout cas, c'est très rare qu'il n'y ait pas d'inflation ou qu'il y ait de la déflation. Chaque année, il y a de l'inflation, et cette inflation est à comparer avec les salaires, l'évolution des salaires, les revenus immobiliers, les revenus boursiers et l'ensemble de vos revenus. Si vos revenus n'augmentent pas plus vite que l'inflation, alors votre pouvoir d'achat s'érode. Si à l'inverse, vos revenus
que ce soit votre salaire, mais aussi tout ce que vous mettez en place avec vos investissements, vous permet d'avoir une augmentation des revenus supérieure à l'inflation, alors vous devenez de plus en plus riche chaque année. Ce qu'on peut observer également, c'est que d'après les chiffres de l'INSEE, les salaires qui suivent l'inflation, ou en tout cas qui évoluent plus rapidement que l'inflation, si on parle uniquement des salariés, c'est les personnes qui sont au SMIC. C'est la courbe noire ici. On voit que ça augmente plus vite que l'inflation. Maintenant, plus on augmente dans les tranches, moins ça augmente. Et c'est pour ça que la classe moyenne des personnes qui sont entre 2500 et 3000 euros par exemple, ont l'impression que petit à petit, leur pouvoir d'achat s'érode parce que vous voyez, c'est la courbe en pointillé ici. Et les salaires de ces personnes-là n'augmentent pas aussi vite. Donc, ils ont une situation plus favorable que les personnes au SMIC, évidemment, mais petit à petit, année après année, la situation se dégrade. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut investir et l'investissement est un outil à utiliser pour justement contrer cette inflation et augmenter et conserver notre pouvoir d'achat. Si on regarde au niveau du livret A, qui est un petit peu le rempart contre l'inflation pour l'épargne court terme qu'on ne peut pas investir, si on la compare justement à l'inflation, on se rend compte que l'inflation en moyenne depuis 1991, c'est 1,90%. En moyenne, c'est la ligne rouge ici, avec parfois au-dessus, parfois en dessous, un gros pic en 2022 ici. Et de l'autre côté, le taux moyen du livret A depuis 1991, c'est 2,40%. Si on prend la performance réelle du livret A, pour les personnes qui stackent leur argent sur des livrets ou sur des placements qui ne rapportent rien, même s'ils pourraient le placer à long terme, et c'est toute la stratégie qu'on va voir par la suite dans cette vidéo, ça donne une performance médiocre de 0,5% par an. Et ça, c'est la performance réelle, donc la performance moyenne du livret A moins l'inflation moyenne. Si je résume, ne pas investir, c'est être totalement dépendant de tes revenus d'activité au risque qu'ils n'augmentent pas aussi vite que l'inflation et donc perdre en pouvoir d'achat. La solution, elle n'est pas simple, mais elle est évidente. Chacun doit prendre les choses en main pour préparer son avenir financier en épargnant et en investissant intelligemment. C'est tout l'objectif de cette vidéo. Quelques rappels sur l'investissement en bourse. Premièrement, rappel numéro 1, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir en bourse. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est le cas, mais pour les personnes qui débutent, c'est très important de comprendre qu'il est possible de commencer avec des petites sommes. Et même pour les personnes qui sont un petit peu avancées, on va faire plein de rappels qui vous permettront d'être encore plus à l'aise avec vos investissements, donc restez bien sur cette vidéo. Si on prend quelqu'un qui investit 100 euros par mois à 9% par an en moyenne, sachant que la bourse a délivré entre 8 à 10% de rendement sur les différentes périodes, donc on va prendre une moyenne de 9%, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ici, évidemment, ce ne sont que des prévisions et des projections, donc ça ne sera jamais comme ça dans la réalité, mais ça me permet de me projeter et de pouvoir comparer deux choses. La personne qui investit 100 euros par mois à 9% pendant 30 ans gagne 127 569 euros. La personne qui investit 200 euros par mois, donc 2 fois plus, à la même performance, mais qui le fait uniquement sur 20 ans, gagne 74 784 euros. Donc la leçon, elle est très simple, c'est que si tu es jeune, démarre rapidement, même avec des petites sommes, et tu auras un temps d'avance colossal par rapport aux personnes qui démarrent à 30, 35, 40 ans, même s'ils investissent plus par la suite. Rappel numéro 2, la bourse n'est pas risquée. Donc là, je mets des grands guillemets, ok, parce que la bourse, c'est risqué, c'est volatile. Mais en fait, le réel risque en bourse, c'est de ne pas supporter la volatilité. C'est pour ça qu'avoir une stratégie bien calée, c'est super important. Parce que si on regarde les statistiques du S&P 500 sur le long terme, on voit que la probabilité de perte diminue avec la durée d'investissement. Donc la probabilité de perte à 1 an, elle est élevée, à 2 ans un peu moins, à 5 ans encore moins. Et si on va à 20 ans, donc détenir 20 ans du S&P 500 avec un ETF par exemple, dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, la probabilité de perte finalement, elle est extrêmement faible, proche de 0. Là, c'est toutes les crises, ok. Donc souvent on dit la bourse est risquée, il y a des crises, j'ai pas envie de m'exposer à la bourse si Trump demain fait une dinguerie et que la bourse s'écroule. Ok, je comprends tout à fait, mais c'est justement encore une fois ici qu'il faut avoir une stratégie et un plan patrimonial global pour que la bourse ne représente pas 90% de ce que vous détenez, mais que la bourse soit une poche d'actifs qui va vous permettre de répondre à certains objectifs. Et quand on regarde l'évolution de la bourse, donc encore une fois ici c'est le S&P 500, vous voyez depuis les années 70, le S&P 500 a délivré en dollars 10,88% de performance annuelle.
Et il y a eu plein de crises. Il y a eu la crise ici, euh, alors un petit peu plus tard, des crises un petit peu plus connues, mais il y a eu le lundi noir ici en 88. Il y a eu la bulle Internet qui a dégonflé ici en 2000. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes ici en 2007-2008. Si on remonte, on va avoir le Covid ici. Donc, vous voyez que le Covid, le crack du Covid qui avait fait moins 30%, si on prend sur une échelle de temps très longue, on est sur une petite volatilité, entre guillemets. En 2022, il y a eu des secousses, etc., etc. Mais globalement, la bourse monte. Pourquoi? Parce que la bourse est corrélée à l'économie réelle et corrélée aux entreprises et on est dans un monde globalement capitaliste. Donc, les entreprises ont pour objectif de faire du profit et de plus en plus de profit. Et la bourse, on le verra un petit peu plus tard tout à l'heure, mais l'évolution des prix des entreprises en bourse est fortement corrélée à l'évolution des bénéfices. Donc globalement, la bourse monte à long terme malgré la volatilité, malgré les crises. Donc le réel risque à long terme en bourse, en réalité, c'est toi-même. C'est pour ça qu'il faut agir avec méthodologie et stratégie et qu'il faut avoir une très très bonne psychologie autour de l'argent pour ne pas prendre de décisions émotives qui pourraient mettre à mal et mettre au tapis ta stratégie d'investissement. Rappel numéro 3, la bourse est accessible à tout le monde. Donc tu n'as pas besoin d'être expert, riche ou trader. Tu peux avoir d'excellentes performances en autonomie à condition d'avoir encore une fois une bonne stratégie. Et en 2021, plus de 1,6 million de personnes avaient déjà investi en bourse. Si on vient en 2025, j'ai lu des chiffres sur les nouveaux investisseurs en bourse, notamment en ETF. Ça a dépassé le million en 2025. Donc il y a de plus en plus de monde qui se met à l'investissement. Ça, c'est excellent. Et en fait, il n'y a pas de 36 000 solutions. Il faut absolument devenir acteur de notre vie financière. Rappel numéro 4, on peut avoir une excellente performance en bourse. Je vois trop souvent des personnes sur les réels sur Instagram qui, quand on fait des projections avec du 9% par an, du 10% par an, se moquent. Mais en réalité, ces personnes-là, elles ne comprennent pas ou alors elles n'ont pas toutes les informations. Mais il est possible de faire de très très belles choses. Voyez, moi, depuis que j'ai commencé à investir le 5 septembre 2020, c'est un petit peu petit, mais je ne sais pas si vous voyez, mon portefeuille personnel a réalisé 109,90% de performances cumulées et 15,43% de performances annualisées. Donc on a eu de très très belles années, ce qui fait que ma performance ici est excellente. Peut-être que ça ne durera pas à cette performance-là, c'est fort probable. Peut-être que je vais baisser un petit peu. Mais globalement, par rapport au livret A, je suis à entre 12 et 13% en plus par rapport à la moyenne du livret A. Ça fait quand même 5 ans et demi maintenant, hein, donc ça commence à faire. Et mon portefeuille m'a rapporté plus de 47 000 euros de gains, avec des gains qui sont déjà réalisés et des gains latents, évidemment. Voilà pour cette grande introduction. Donc ça a duré un petit temps, mais au moins ça permet de clarifier le pourquoi est-ce qu'il faut investir et pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie. Et on va voir ensemble 6 piliers, pas 7, mais 6 piliers dans cette vidéo. Donc premier pilier, comment maîtriser ses finances personnelles pour être à l'aise avec vos investissements. Deuxième pilier, utiliser les bons supports. Pilier numéro 3, créer un socle passif optimisé grâce aux ETF. Et là-dedans, on va voir qu'il y a des ETF pour les actions, il y a des ETF pour les matières premières, pour les cryptos, il y a différents types d'ETF. Pilier numéro 4, booster le portefeuille avec des actions de qualité. Pilier numéro 5, utiliser les autres classes d'actifs, notamment une autre classe d'actifs. Et pilier numéro 6, gérer ses investissements et préparer sa sortie, puisqu'on a tous un objectif avec l'investissement. Le but n'est pas de devenir l'homme le plus riche ou la femme la plus riche du cimetière. On va tous à un moment donné profiter de nos investissements et il faut bien avoir des objectifs liés à ce qu'on fait au niveau des investissements en bourse, immobilier ou tout type d'investissement. Rapidement, voici mon parcours professionnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'étais master kinésithérapeute, j'étais diplômé en 2017. J'ai fait le concours PACES à l'époque pour devenir master kinésithérapeute. Je suis multi-investisseur depuis 2018, donc en immobilier locatif, en SCPI, en crypto-monnaie et évidemment en bourse pour une grande majorité de mon patrimoine. Je suis créateur de contenu depuis 2021 sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Je suis diplômé conseiller financier, intermédiaire en assurance, intermédiaire en crédit. Ce sont les diplômes pour exercer le métier de CGP. Et d'ailleurs, je suis en train de monter une autre structure à côté de la société que j'ai actuellement pour justement faire également du conseil personnalisé. J'ai obtenu la certification AMF et aujourd'hui, mon métier, c'est quoi? C'est d'accompagner les investisseurs à optimiser leur patrimoine et leur portefeuille. Dans cette vidéo, pour parler de stratégie, on va parler de la stratégie SPAC, qui est la stratégie que j'applique à mon portefeuille et celle avec laquelle j'ai réalisé 15,43% par an depuis le 5 septembre 2020. Cette stratégie, elle est assez simple.
C'est un socle passif, donc un socle d'ETF, un portefeuille ETF complémentaire à des actions de très haute qualité qu'on va sélectionner avec soin et sur lesquelles on va passer du temps pour essayer de sélectionner les meilleures actions du monde. Donc une partie du portefeuille sur un socle passif, une partie du portefeuille sur des actions de qualité pour obtenir à la fois de la passivité. Je ne suis pas un trader, je ne passe pas mon temps à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, pour avoir une belle diversification, pour avoir un risque contrôlé et pour aller chercher évidemment de la performance. Mon portefeuille actuel, c'est 30% en socle passif et 70% actions de qualité. Mais ça, c'est mon portefeuille. Le portefeuille SPAC peut s'adapter, donc à la fois avoir un socle passif avec 50-60% par exemple, et des actions de qualité pour 40-50% par exemple. Chacun adapte le portefeuille comme il le souhaite. Pilier numéro 1, les finances personnelles. Donc, les finances personnelles, c'est extrêmement important. C'est trop sous-coté et beaucoup de monde passe rapidement sur la gestion des finances personnelles, mais les finances personnelles sont extrêmement importantes pour ensuite être à l'aise avec vos investissements en bourse. Tout part de là et évidemment, on améliore uniquement ce qu'on mesure. Donc, vous pouvez suivre les revenus sur au minimum 6 mois pour avoir une moyenne de revenus. Pareil pour les dépenses, ce qui nous permet d'obtenir notre capacité d'épargne moyenne mensuelle, qui nous permettra derrière de nous baser sur cette capacité d'épargne moyenne pour déterminer combien est-ce qu'on peut investir en bourse mensuellement en DCA par exemple, donc en faisant de l'investissement régulier, le suivi des investissements mensuels et évidemment le suivi de l'évolution du patrimoine pour connaître quelles sont tes liquidités disponibles et combien est-ce que tu as besoin de garder en liquidité pour tes différents projets court et moyen terme. Par exemple, de mon côté, j'ai un tableau qui est tout simple et vous voyez que je rentre mes revenus et mes dépenses. Ça, c'était en 2023 lorsque j'étais encore kinésithérapeute libéral. Et on voit que mon taux d'épargne s'élevait à 2360 €, que j'investissais en moyenne 900 €. Donc, en gros, j'investissais moins que ce que j'arrivais à épargner. Donc, mon stock d'épargne disponible et ma vie quotidienne n'allaient jamais être impactés par mes investissements. Si j'investissais plus que ce que j'épargnais, alors j'aurais grignoté dans mon épargne disponible, ce qui peut être une très bonne chose pour des gens qui ont trop d'épargne. Mais avoir de la visibilité sur ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, la répartition de votre patrimoine pour avoir une vision claire de là où vous en êtes et là où est-ce que vous avez envie d'aller. Donc, calculez les actifs, tout ce qui vous appartient, les passifs, la répartition et votre évolution. C'est premièrement essentiel et deuxièmement hyper motivant de suivre son patrimoine. Ça va vous motiver mois après mois à essayer de prendre les bonnes décisions. J'ai un premier cadeau pour vous dans cette vidéo. Le deuxième lien en description, c'est ce tableur que je vous mets à disposition. Donc, il est disponible gratuitement. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien et vous aurez également une vidéo qui va vous expliquer comment le remplir. Donc ça, c'est le premier cadeau que je vous donne dans cette vidéo. Il y aura d'autres choses évidemment par la suite. Mais pourquoi suivre ses finances personnelles est extrêmement important pour les investisseurs en bourse? Tout simplement parce que la maîtrise financière amène de l'aisance psychologique. On a parlé justement du fait d'investir moins que ce qu'on arrive à épargner. Avoir ces datas-là nous permet d'être à l'aise psychologiquement et être à l'aise psychologiquement nous empêche de prendre des décisions émotionnelles qui sont à 99% du temps de mauvaises décisions en bourse et donc de devenir petit à petit un investisseur à succès. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté puisque tout le monde parle de l'investissement dans les ETF comme le nouvel Eldorado et comme quoi il faut faire absolument que ça, que l'investissement ETF, que c'est la meilleure solution, etc. Mais il y a des études, notamment celle de Morningstar ici, qui montrent que la performance entre la performance des ETF et la performance des particuliers qui sont investis sur les ETF est différente. Pourquoi? Parce que les particuliers prennent de mauvaises décisions et ne sont pas forcément à l'aise avec leur stratégie et donc subissent leurs décisions émotionnelles. Et ce qu'on voit, c'est que la performance des ETF est de 9,5% pour la performance réelle des ETF en globalité sur les ETF actions et que la performance des particuliers est 7,8%. Donc, il y a une différence de performance entre les ETF et la performance des particuliers de 1,7%. Et ça, sur les 10 dernières années. Donc, 1,7% sur le très long terme, ça fait une grosse différence de résultat. C'est pour ça que développer ses connaissances et ses compétences autour des ETF pour les intégrer à une stratégie patrimoniale globale, c'est ultra important. Parce que si vous arrivez à réduire ceci et passer de moins 1,7 à moins 0,2, 0,3 par rapport aux ETF, déjà vous aurez fait un grand pas vers l'avant
vers la performance de votre portefeuille. À retenir de ce premier pilier, c'est assez simple. Si vous ne suivez pas précisément vos finances personnelles, c'est impossible de prendre des bonnes décisions. C'est la première étape de l'optimisation de votre patrimoine financier. Donc téléchargez en deuxième lien dans la description le tableur qui vous permet déjà de calculer votre patrimoine et ça vous donnera un bon point de départ. Vous pouvez le garder de côté et évidemment continuer la vidéo et vous pourrez faire ce travail après. Pilier numéro 2, les supports à utiliser. Donc, il en existe plein des supports. Je pense que vous les avez vus passer. Donc, il y a le plan épargne action, le PEA, il y a le PEA PME, il y a le PEA jeune, il y a le compte titre ordinaire qu'on appelle le CTO, il y a l'assurance vie, le plan épargne entreprise, le plan épargne retraite, l'assurance vie luxembourgeoise pour les plus aisés, etc., etc. Donc, il y a une multitude de supports pour investir et l'idée, c'est de sélectionner les bons en fonction de vos objectifs. Et retenez bien ceci pour notamment ceux qui ont des PER extrêmement jeunes qui vous ont été ouverts par les banques ou les assureurs parce que globalement, ils gagnent des sous dessus avec les rétrocommissions. N'oubliez pas que pour chaque investissement et que pour chaque support que vous utilisez, vous avez 3 points à maximiser. Ou en tout cas, que votre investissement va se situer entre ces 3 points. Évidemment, pour tout type d'investissement, on va avoir une balance entre la performance qu'on va obtenir et le risque qu'on prend. Plus on prend de risques, plus la performance possible est élevée, et moins on prend de risques, plus la performance possible est faible. Mais il y a un troisième critère qui est beaucoup trop sous-coté et qui est malheureusement pas assez pris en compte, c'est la liquidité. Donc si vous arrivez à avoir une bonne performance avec un risque maîtrisé et une excellente liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez sortir vos fonds à tout moment, c'est à mon sens mieux qu'avoir une légère meilleure performance en prenant un tout petit peu plus de risques et surtout avec une liquidité extrêmement faible. Par exemple, sur le compte titre, on peut avoir une très bonne performance en prenant un risque qui est propre aux actions notamment, si vous investissez sur des actions individuelles ou sur des ETF. Mais par contre, vous pouvez ressortir vos fonds à n'importe quel moment. Sur de l'immobilier physique, vous avez des montants et des enjeux, on va dire, financiers qui sont très importants. Donc, vous pouvez avoir une performance importante si vous faites du coup voilà, une très belle opération avec des travaux, etc. Le risque va être propre au bien, donc il peut y avoir un risque sur le quartier, sur le bien en lui-même, sur le locataire, sur les travaux, sur plein de choses. Et en plus de ça, vous avez une liquidité qui est assez faible, puisque si personne ne vous racheter votre bien, vous êtes coincé avec. Et si on continue la réflexion, le PER, il est également ici. Le PER, c'est une enveloppe qui va vous permettre de préparer votre retraite, et globalement, sauf cas de déblocage anticipé, vous n'allez pas pouvoir sortir les fonds avant la retraite. Donc pour toutes les personnes qui ont 25-30 ans, qui ont une tranche marginale d'imposition qui est pas trop élevée et qui ont des PER, s'il vous plaît, essayez de reprendre votre stratégie parce que vous allez être bloqué pendant très très longtemps. Donc c'est très bien de préparer sa retraite avec un PER, mais il y a d'autres solutions, le PEA, le compte titre, l'assurance vie, qui peuvent également vous permettre de capitaliser et de créer votre propre retraite en ayant une liquidité beaucoup plus élevée. Ensuite, attention aux frais de vos supports, parce que les frais peuvent être extrêmement élevés et on va le voir, ça va faire une grosse différence sur la performance que vous allez obtenir. Donc, il existe des frais de courtage, donc c'est les frais pour acheter ou pour vendre des titres financiers. Ça peut être entre 0,5 à 1%, voire plus. Parfois, il peut y avoir des frais plus élevés que ça. Des frais de gestion, que ce soit sur les supports, donc par exemple sur une assurance vie, ou également sur les fonds qui vont être placés à l'intérieur de l'assurance vie, entre 1 à 2%, des frais d'arbitrage, si vous voulez changer un petit peu la pondération d'une assurance vie, les frais de change, les frais de performance, les frais d'entrée, les frais de sortie. Bref, il y a une multitude de frais qu'il faut absolument diminuer pour maximiser votre performance à long terme. Et ça, c'est vraiment trop important parce qu'il y a 3 paramètres à maximiser quand on veut essayer d'avoir le meilleur résultat possible avec vos investissements. C'est les 3 piliers justement des fameux intérêts composés. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai montré des courbes qui, avec des projections accélérées avec le temps. Il y a 3 piliers pour maximiser justement le résultat. C'est premièrement le temps, donc essayez d'investir le plus longtemps possible, donc démarrer le plus jeune possible. Deuxième pilier, ça va être la performance, donc essayez de maximiser la performance tout en contrôlant son risque. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi parce que si vous allez chercher des titres financiers pour faire 20% par an, forcément, vous allez prendre beaucoup de risques et faire 20% par an sur 2 ans parce qu'ensuite, vous ne supportez pas le risque que vous avez pris et vous décidez de sortir, ça sera beaucoup moins important et beaucoup moins intéressant à long terme que quelqu'un qui fait 8% par an pendant 30 ans. C'est pour ça que les deux sont extrêmement corrélés. Et ensuite, le capital. Plus on investit,
plus le résultat chiffré sera important, forcément. Et donc, il faut essayer de maximiser ces 3 piliers. Investir le plus tôt possible et tenir le plus longtemps possible. Et donc, pour ça, il faut mettre en place une stratégie qui vous est propre, que vous comprenez, avec laquelle vous êtes à l'aise. Essayez d'aller chercher une performance qui vous permet, encore une fois, d'avoir un risque que vous maîtrisez et investir le plus possible. Donc, encore une fois, être assez à l'aise avec votre patrimoine et vos investissements pour investir beaucoup de capital. Point très important ici, on ne le dit pas assez, mais quelqu'un qui fait 7% sur 90% de son patrimoine est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui fait 20% sur 20% de son patrimoine. Donc, ça, c'est les 3 piliers à maximiser. Et quand on regarde l'impact des frais, regardez ici, on est à 300 € par mois à 9% pendant 30 ans. Ça fait 108 000 € investis et 534 000 € de capital final. Si on ajoute 2% de frais de gestion, que ce soit sur une assurance vie et des frais sur des fonds qu'on vous place à la banque ou dans les assurances classiques, vous allez avoir également 108 000 € de capital investi et 363 000 € de capital final. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. On a une sous-optimisation très très forte et je n'ai pas le calcul comme ça en tête, mais on est aux alentours des 170 000 € de manque à gagner simplement à cause de ces 2% de frais. Donc, c'est extrêmement important que vous preniez en main vos finances et vos investissements. J'ai accompagné des personnes qui avaient justement des fonds comme ça dans des PEA ou dans des assurances vie avec des noms d'oiseaux, donc DNCA Value Europe, Mirova Euro Environnement FCP, Natixis ESG PEA, etc. patati patata. Et quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que le premier fonds, il a 2% de frais d'entrée, 2,39% de frais de gestion, des frais de surperformance de 20%. On ne va pas forcément détailler, mais c'est qu'en gros, si le fonds fait mieux que l'indice de référence qu'il suit, alors ils vont prendre des frais supplémentaires. Pareil pour le 2, 3% de frais de souscription, des frais de gestion un peu plus faibles, etc. etc. Mais vous voyez que globalement, c'est monnaie courante quand vous placez votre argent dans des institutions classiques type banque, assurance. Et même, il faut faire attention à des conseillers en gestion de patrimoine. Certains travaillent extrêmement bien et d'autres un peu moins bien. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Vous avez ce genre de placement et ce genre de résultats. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation de la génération de mes parents qui ont investi pendant 20 ans sur un PEA, donc qui avaient pris la bonne décision d'investir et qui me disent aujourd'hui, écoute Clément, j'ai gagné moins que le livret A avec mon PEA. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc faites très attention aux frais pratiqués par les banques, les assurances, sur les assurances vie, sur les PER notamment, également par les CGP non indépendants, donc qui vont avoir des rétrocommissions. Bref, il faut essayer d'investir au maximum en autonomie sur tout ce que vous pouvez maîtriser. Pour revenir au support d'investissement, donc pour maximiser justement les frais, on va plutôt utiliser le PEA, le PEA PME, le compte titre et le plan épargne entreprise, parce que vous êtes nombreux également à avoir des plans d'épargne entreprise. L'assurance vie et le PER dans un deuxième temps, puisque l'assurance vie peut avoir d'autres avantages comme la transmission. Le plan épargne retraite également peut avoir d'autres avantages pour certains types de personnes, mais vous devez en premier lieu construire une stratégie avec, déjà en autonomie et avec des supports qui vont vous prendre très peu de frais et qui vont vous permettre de créer une stratégie tout à fait viable. Si on fait un point sur le plan épargne action, il faut comprendre que la fiscalité est allégée après 5 ans, donc vous ne payez pas la partie impôt sur le revenu, mais uniquement les 18,6% de prélèvements sociaux. Et c'est un vase clos fiscal, donc tant que vous ne sortez pas l'argent du PEA, vous n'allez pas payer d'impôt. Donc imaginons que vous avez investi 1 000 € sur du S&P 500 à travers un ETF, celui-ci monte à 1 500 €, vous décidez de vendre et de réinvestir ces 1 500 € sur l'action LVMH, même si vous avez acté 500 € de gain, tant que le capital reste à l'intérieur du PEA, vous n'allez pas payer de fiscalité. Elle sera repoussée. Par contre, il y a des désavantages. Le plafond de versement à 150 000 € ou 300 000 € si vous êtes pacsé ou marié. Clôture du PEA si vous faites un retrait avant 5 ans, sauf certaines exceptions. Clôture si vous faites un retrait total après 5 ans. Limitation sur les produits financiers. Donc, vous ne pouvez pas aller sur des actions mondiales, par exemple, de type actions américaines, canadiennes, sud-américaines, asiatiques. On va être limité globalement aux ETF européens avec, et des ETF synthétiques. On va le voir après un petit peu plus tard dans la partie ETF. Et les actions françaises et européennes. Et globalement, on peut avoir un seul PEA par personne, 2 par foyer fiscaux. Au-delà, on peut utiliser le PEA PME ou le PEA jeune. Ensuite, il y a le compte titre ordinaire, donc le CTO. Les avantages sont multiples, donc une flexibilité totale sur les produits disponibles, pas de plafond de versement, aucune limite d'ouverture, des retraits possibles à tout moment, partiels et totaux, et pas de limite d'âge pour en ouvrir un. Par contre,
contrepartie fiscale. Donc fiscalité pleine, 31,4% de flat tax depuis la hausse récente de la CSG et une fiscalité immédiate dès que vous allez recevoir un dividende ou dès que vous allez acter un gain, ça va être fiscalisé et à déclarer dans votre prochaine déclaration d'imposition. Ensuite, l'assurance vie. L'assurance vie, on a une flexibilité sur les produits disponibles, mais on va le voir aussi que les produits varient selon le contrat. Donc, vous pouvez investir à la fois sur des obligations, sur des actions, sur des SCPI, sur des fonds. C'est assez vaste, mais par contre, c'est uniquement les produits qui sont intégrés au contrat. Pas de plafond de versement, aucune limite d'ouverture, retrait possible à tout moment, pas de limite d'âge pour en ouvrir une, avantage fiscal au bout de 8 ans de détention, je ne vais pas forcément le détailler, et très puissant pour optimiser la transmission. C'est notamment là que l'assurance vie prime sur les autres enveloppes. La liquidité est un petit peu moins élevée puisque c'est un contrat et pas une détention en direct. Donc vous allez avoir un petit delta pour récupérer les fonds si jamais vous décidez de les récupérer. Et vous avez des frais sur tous les contrats, même les meilleurs contrats. Pour faire un petit calcul, la fiscalité n'est pas votre combat principal parce que je vois trop souvent des personnes qui se privent d'aller sur du compte titre par exemple, tout simplement parce que la fiscalité est plus élevée. Alors, on va faire un calcul très simple pour vous ouvrir l'esprit sur ce point-là parce que vraiment, je le vois trop souvent. Et effectivement, tout ce qui rentre dans le PEA, on va le mettre dans le PEA. Mais s'il y a des opportunités sur le compte titre, il ne faut pas s'en priver. Imaginez si vous faites 7% par an pendant 30 ans sur le PEA, ça vous fait 197 000 € de capital final. Si vous faites 2% de plus grâce au compte titre et aux opportunités que vous avez saisies dessus, vous allez faire 310 000 € de capital final. Donc, si on fait un petit calcul, donc 197 000 moins 46 000 d'investissement, ça fait 151 000. On enlève la fiscalité de 28 000, ça fait un gain total de 123 248. Du côté du compte titre, on a 310 000 € de montant final, moins 46 000, ça donne 264 967 €. On enlève la fiscalité qui est beaucoup plus élevée évidemment, 83 000. Donc vous voyez qu'il y a un écart énorme entre la fiscalité payée sur le PEA et la fiscalité payée sur le compte titre, même si forcément on part d'un gain plus élevé. Mais la finalité, c'est qu'une fois qu'on a payé la fiscalité, le gain total est supérieur. On est à 181 798 €. Donc attention à ne pas mettre la fiscalité sur le haut du panier. Ce n'est pas ça qui va décider de vos investissements. Ce qui décide de vos investissements, c'est quelles sont les bonnes opportunités, que ce soit les ETF, les actions, pour votre stratégie en bourse. Et pas la fiscalité, celle-là, elle vient en deuxième plan. À retenir de ce deuxième pilier, utilisez de bons supports pour maximiser votre performance et optimiser la fiscalité sans que ça devienne le sujet central. Et faites également très attention à la liquidité des supports que vous allez utiliser. On va rentrer dans le sujet. Maintenant qu'on a parlé des supports, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Donc, premier pilier, ça va être le socle passif. Donc, le socle passif composé d'ETF. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Les ETF, ce sont des instruments financiers destinés à répliquer fidèlement les variations d'un indice à la hausse comme à la baisse. Donc, imaginons, vous avez l'indice CAC 40. Dans le CAC 40, vous avez les 40 plus grandes entreprises françaises. Total, LVMH, Renault, Hermès, Schneider, Vinci, etc. Si vous vouliez répliquer l'indice CAC 40, donc la performance du CAC 40, manuellement, il faudrait que vous achetiez chaque action une par une en respectant leur pondération par rapport à celle de l'indice, ce qui serait impossible. En réalité, ce serait extrêmement compliqué. Donc, les financiers ont inventé un produit qui est incroyable, ce qui s'appelle un ETF. Et donc, en réalité, vous avez la possibilité d'investir sur un ETF CAC 40 qui va investir, lui, dans les 40 entreprises du CAC 40, donc les détenir et faire attention à leur pondération. Et vous n'avez simplement qu'à investir sur l'ETF CAC 40 qui répliquera la performance de l'indice. Donc, ça permet d'être beaucoup plus diversifié et il y a une accessibilité à plusieurs entreprises qu'on n'aurait pas pu forcément avoir en portefeuille à travers les ETF. Comment est-ce qu'on va construire un socle passif? Le socle passif, on va le composer de plusieurs types d'ETF. Donc moi, je ne suis pas forcément de la team MSCI World et je laisse couler de mon côté parce que j'aime trop l'investissement et je trouve ça extrêmement intéressant et j'ai besoin justement d'avoir cette connaissance pour être à l'aise avec mes investissements. Donc, on peut investir à la fois sur des ETF géographiques, on peut investir sur des ETF Smart Beta, sur des ETC matières premières, donc c'est comme des ETF, mais au lieu des funds, c'est des commodities, donc au lieu des fonds, c'est les commodités, donc les matières premières. Et il y a également la possibilité d'investir sur des crypto-monnaies, même à travers un compte titre, pour s'exposer uniquement à la classe d'actifs.
L'objectif numéro 1 du socle passif, c'est la diversification. Donc, vous voyez par exemple ici que c'est le MSCI World et dans cet indice-là, on va avoir 70% des États-Unis, 6% de Japon, du Royaume-Uni à hauteur de 4%, la France 3,26%, Canada, etc., etc. Et là, je fais un point d'arrêt puisque vous voyez que la France, dans le paysage boursier mondial, pèse pour 3,26%. Donc, quand je vois des portefeuilles qui sont extrêmement concentrés sur le PEA avec énormément d'actions françaises, on a un biais domestique qui est beaucoup trop élevé. Donc, il faut arriver à ouvrir un petit peu le champ des possibles et aller investir sur d'autres zones géographiques parce que la France est un pays qui a de belles entreprises, mais qui a également une très belle fiscalité pour ces entreprises-là. Et malheureusement, elles se battent à l'international. Il y a également plein de secteurs. Donc, on va avoir la technologie, évidemment, qui est un secteur prédominant depuis les années 2010. On va avoir le secteur financier, le secteur de la santé, la consommation non obligatoire, l'industrie, les matériaux, les commodités, donc tout ce qui va être, par exemple, l'eau, l'électricité, etc. Il y a plein de secteurs différents. Donc, les ETF nous permettent très rapidement d'être diversifiés. Et cet objectif numéro 1 sert l'objectif numéro 2 qui est contrôler le risque spécifique. Donc, qu'est-ce que c'est que le risque spécifique en bourse? Le risque spécifique, c'est un risque lié et intrinsèque à une seule entreprise. Et c'est le risque qu'on va retrouver principalement quand on fait du stock picking, donc quand on va choisir ses actions. Il en existe plusieurs, hein. Par exemple les résultats d'une entreprise. S'ils sont mauvais, l'action peut chuter. Le secteur d'activité, des facteurs géopolitiques, l'échec d'un produit. Si on prend par exemple le métavers de Meta, ça a été un échec et ça avait fait chuter l'entreprise extrêmement fort en 2022. Un scandale dans l'entreprise, etc., etc. Et en réalité, il n'y a pas que ce risque en bourse. Il y a le risque spécifique qui est ici et qui est diversifiable. Et c'est à travers les ETF notamment qu'on peut diversifier ce risque spécifique et en créant un portefeuille d'actions diversifié aussi. Et ensuite, il y a un risque qu'on appelle systémique. Donc ça, c'est le risque de marché. Si demain, il y a une troisième guerre mondiale, globalement, il y a tout qui va aller au trou et ça va être un petit peu compliqué pour la bourse, peu importe les secteurs et peu importe les entreprises, qualité, pas qualité, globalement, ça va être un petit peu compliqué. Donc, les ETF ici nous permettent d'être diversifiés et c'est ce qu'on veut essayer de contrôler. Donc, on veut contrôler le risque spécifique et le socle passif dans un portefeuille composé à la fois d'ETF et d'actions va nous permettre de réduire ce risque spécifique. Objectif numéro 3, ça vient avec le contrôle du risque spécifique et la baisse du risque, c'est la baisse de la volatilité. Parce que la volatilité, c'est un indicateur du risque d'un portefeuille. Donc, vous voyez ici, par exemple, que sur mon portefeuille ETF, j'ai une chute maximale de 21,72 et le ACWI, donc c'est l'indice le plus diversifié qui inclut à la fois le marché MSCI World et les marchés émergents. Il a une diminution maximale de 21,26 alors que le S&P 500 a 23,28. Donc, on voit que mon portefeuille ETF a une chute maximale moins élevée que le S&P. Et surtout, j'ai une volatilité, donc des mouvements du portefeuille, de 30%, alors que le ACWI a 32,44 et le S&P 500 à 35,57. Évidemment, c'est des mesures qui sont prises à partir d'une certaine date, donc ça me permet de comparer. Mais ce qu'on voit, c'est que mon portefeuille ETF est moins volatile et donc ça diminue la volatilité globale de mon portefeuille. Souvent, on parle de diversification, d'aller sur des pays émergents, mais j'entendais souvent que les pays émergents, ce n'était pas très attirant parce que ça ne performait pas. Effectivement, c'est vrai, pendant de nombreuses années, ça n'a pas performé. Mais se diversifier, c'est également passer toutes les années un peu plus facilement que si on investit uniquement sur une zone géographique. Par exemple, si on prend l'année 2025, donc depuis début 2025, vous voyez que les USA, donc l'ETF S&P 500 en euros, donc il y a le taux de change qui a fortement influé, mais ça fait partie du jeu quand on investit en bourse, on fait plus 1,41% de performance. L'Europe a fait plus 17 et les pays émergents, ceux qui étaient boudés et ceux que personne ne voulait en portefeuille, on fait 30,25%. Donc l'idée, c'est de construire un socle passif qui n'a pas pour objectif premier uniquement la performance, mais également d'avoir un contrôle du risque et une bonne diversification. Et là, moi, de mon côté, mon portefeuille avec les pays émergents, les pays émergents ont permis à mon portefeuille de battre le S&P 500 de quasiment 6 points sur l'année 2025. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir une diversification. C'est justement ce que j'ai mis ici. Donc, vous voyez que mon portefeuille, depuis le 1er janvier 2025, je suis à 11,13% de performance annualisée ou de performance totale. Donc, c'est performance totale. 10,06% pour le ACWI, donc l'indice très diversifié, et 3,35% pour le S&P 500. Donc, ça fait quand même un alpha, une surperformance depuis début 2025 qui est très intéressante
pour mon portefeuille ETF alors qu'il est moins volatile et plus diversifié. Choisir les ETF pour construire un socle passif, c'est extrêmement important et créer une allocation qui va te correspondre et qui va potentiellement aller chercher plus de performance, c'est faisable et c'est intéressant. Vous voyez ici, on fait un backtest depuis les années 2000. On a le MSCI World en bleu et un des socles passifs. Donc j'en ai plusieurs types en fonction du profil, hein, si c'est plutôt un profil défensif, plutôt dynamique ou quoi que ce soit. Mais la création d'un socle passif optimisé permet de battre globalement le MSCI World. Donc on est à 6,70% de taux de croissance annuelle composé contre 5,01%. Donc vous voyez que même avec des ETF, il est possible d'optimiser. Et rappelez-vous la différence de 1,70%, donc de 2% sur les slides qu'on a fait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Rappelez-vous, l'impact final que ça a, c'est colossal. On veut également une réelle diversification. Souvent, on parle de diversification, mais les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Et la diversification vient avec une décorrélation du portefeuille. C'est ce qu'on voit ici. Donc l'idée, c'est également d'avoir une corrélation faible. Par exemple, inclure de l'or dans un portefeuille, on a une corrélation qui est extrêmement faible, par exemple, avec le S&P 500. On est à 0,18 ici de corrélation entre le S&P 500 et l'or. Donc la corrélation, c'est ce qui apporte une réelle diversification pour passer justement toutes les périodes en ayant un portefeuille à la fois performant et résilient. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour gérer son socle passif? Donc, pour l'arbitrer, c'est très simple. On peut essayer de revoir son allocation une fois par an. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer, mais essayer de remettre un petit peu le nez dedans. Sachant que, en fait, ce qui est très important à comprendre sur la partie socle passif et ETF, c'est qu'une fois que vous avez fait le travail initial, vous ne devez plus passer votre temps à regarder votre portefeuille. Je vois trop souvent des investisseurs ETF passifs entre guillemets, qui tous les matins vont regarder les résultats des entreprises et vont regarder l'actualité économique, etc. Ça, non. Parce qu'en fait, pour moi, l'ETF et investir sur des ETF, c'est fait pour être passif. Donc, si vous vous intéressez à l'économie, aux entreprises, etc., alors le stock picking peut également être une très bonne option. Mais si on fait un socle passif et uniquement ça, alors il faut essayer de rester le plus passif possible. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'ajuster son portefeuille à chaque versement mensuel pour essayer de rester collé à l'allocation. Et on peut arbitrer si jamais c'est vraiment trop loin de l'allocation cible qu'on a définie. Donc si c'est supérieur à 5 à 10% par rapport à la cible, pourquoi pas faire un arbitrage. Mais globalement, ça peut se faire avec les versements mensuels. À retenir de ce troisième pilier, investir sur les ETF, c'est simple, mais optimiser son socle passif demande une connaissance fine des ETF, de la réflexion et de la stratégie. Donc ne copiez pas ce que font les autres. Surtout que votre socle passif à vous, si vous avez des actions à côté ou d'autres types d'investissements, doit être cohérent par rapport à l'ensemble de votre patrimoine. Donc ne copiez pas, essayez de faire quelque chose qui vous ressemble et qui vous permet d'être à l'aise avec vos investissements. Pilier numéro 4, on va rentrer dans ce qui me passionne le plus, ce sont les actions. Donc les actions notamment de qualité. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de construire un portefeuille actions à côté du socle passif? Alors tout simplement, on va chercher des actions de très très haute qualité avec des valorisations très intéressantes et éviter les secteurs qui plombent les portefeuilles pour répondre à différents objectifs, notamment pour profiter d'avantages comme une surperformance à long terme, moins de risques spécifiques à l'entreprise que des entreprises qui sont de mauvaise qualité, une stabilité des entreprises et des business, moins de volatilité sur le long terme que des entreprises qui sont, pareil, de moins bonne qualité, des entreprises avec un fort avantage concurrentiel, etc., etc. On entend souvent dire qu'il est impossible de battre les ETF avec les actions, encore moins quand on est particulier parce qu'on n'a pas les mêmes ressources que les professionnels, etc. Je pense que c'est faux. Pour le moment, j'ai de quoi vous prouver que, en tout cas sur ce que je fais moi, c'est faux. Et on va y aller justement pour que je vous montre pourquoi. Donc déjà, les entreprises de qualité peuvent délivrer plus de performance. Ça, c'est un backtest de GoFocus qui donne des notes aux entreprises entre 0 et 100 sur la croissance, donc sur des données uniquement quantitatives. Donc une meilleure croissance, une bonne profitabilité et une bonne rentabilité, donc tout ce qui est marge, ROE, etc. Une bonne gestion de la dette, une bonne valorisation, et également un score de momentum. Donc plus l'entreprise a tendance à monter, plus elle continue à monter. Et inversement, si le momentum est négatif, alors l'entreprise continue souvent à chuter. Donc basé sur ces 5 grands points, avec plein de critères à l'intérieur, ils ont classé les entreprises entre 0 et 100. Et ce qu'on voit, c'est assez fascinant puisque les entreprises qui ont entre 91 et 100 sur une base 1 sont celles qui ont la meilleure performance entre 2006 et aujourd'hui.
Ensuite, entre 81 et 90, on se retrouve en deuxième position. En troisième position, 71-80. Ensuite, 61-70, etc., etc. Et en fait, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il y a une corrélation exacte entre la notation qui est donnée à travers ces critères et la performance long terme des entreprises. Donc déjà ici, on a un indice que c'est possible, en allant chercher des entreprises meilleures que celles que la moyenne du marché, de justement battre le marché. On a une autre étude ici entre 1990 et 2022 où on compare les entreprises de mauvaise qualité, donc de basse qualité, et les entreprises de haute qualité, et ensuite le marché. Donc on a le marché en gris qui fait 7,5% avec une volatilité de 15,3%. On a les entreprises de très bonne qualité qui font 8,9%, donc 1,4% d'alpha annuel, et une volatilité plus faible que le marché. Et ensuite, on a les entreprises de basse qualité qui font 3,7% de performance annualisée, donc vraiment une sous-performance assez notable par rapport au marché et par rapport aussi aux entreprises de haute qualité, et une volatilité de 17,8%, donc ça performe moins bien et c'est plus volatile. Donc ça performe moins bien et c'est plus risqué. Donc c'est tout ce qu'on va éviter, c'est pour ça qu'on va se concentrer uniquement sur les entreprises de haute qualité. Un autre indicateur, donc une autre étude plutôt qui montre justement la volatilité. Donc sur les entreprises de faible qualité, on a une volatilité élevée et sur les entreprises de haute qualité, on a une volatilité qui est assez faible. Donc là, c'est une étude de Schroders sur le MSCI entre 1988 et 2014. Donc globalement, c'est une étude de Schroeder et de MSCI qui montre encore une fois que les entreprises de bonne qualité peuvent avoir une volatilité mesurée. Il y a moins de déception également sur les entreprises de bonne qualité. Donc vous voyez qu'il y a deux types d'événements ici, donc les good events, donc les bons événements, et les bad events, donc les mauvais événements autour d'une entreprise. Les bons événements, ça va être quoi? Ça va être une augmentation, un paiement de dividendes, une augmentation de dividendes, un rachat d'actions. Et vous voyez que les entreprises de haute qualité en orange sont toujours c'est toujours plus fréquent chez les entreprises de haute qualité que chez la moyenne du marché. Et ensuite, les mauvais événements, donc par exemple une coupure de dividendes, une émission d'actions, une perte, des free cash flow négatifs, des bénéfices qui déclinent, etc., arrivent plus souvent globalement sur les entreprises de la moyenne, alors que ça arrive moins souvent sur les entreprises de qualité. Donc en fait, avec nous ici, on a une variance qui fait que quand on sélectionne des entreprises de qualité basées sur certains critères qu'on va voir ensuite ensemble évidemment, on a quand même plus de chances d'avoir une bonne performance. Maintenant, attention, ce n'est pas valable sur toutes les périodes. Vous voyez que globalement, depuis 2010, on a une très bonne surperformance du MSCI World Quality par rapport au MSCI World. Pareil, depuis 1994, on est à 11,50 contre 8,31. Mais sur la dernière année, vous voyez qu'on est à 16,54 pour le MSCI World Quality contre 21,09 pour le MSCI World. Donc, il va y avoir des périodes où le Quality va surperformer, des périodes où le World Classic va surperformer. Mais si on prend une échelle de temps très longue, là, le World Quality a tendance à surperformer et les entreprises de qualité surperforment. Comment est-ce qu'on va aller sélectionner et trouver ces entreprises? C'est un framework en 3 étapes qui a pour objectif de minimiser le taux d'erreur. Donc premièrement, on va faire une analyse quantitative. Donc là-dessus, je donne une note sur 20, on va voir les différents critères après ensemble, et on va garder 5% des entreprises. Une fois qu'on a passé ce premier filtre, et avant ça, il y a une watchlist pour faire passer dans le filtre, évidemment, des entreprises qui ont une chance de passer les 3 filtres. Ensuite, en 2, on a l'analyse fondamentale. Donc, c'est là où on va passer énormément de temps pour essayer de décortiquer le business et bien comprendre tous les rouages pour être ensuite à l'aise avec celui-ci et bien comprendre aussi les perspectives d'évolution. Et on va garder à ce niveau-là environ 2% des entreprises. Et là, je vais donner une note sur 15 sur une checklist que j'ai de mon côté. Et ensuite, la valorisation. Donc, l'idée, c'est d'acheter des entreprises de très bonne qualité au niveau financier et au niveau fondamental, mais à une valorisation intéressante. Donc, l'idée, c'est de faire un achat à un prix correct. Et donc, le but, c'est d'estimer le prix juste de l'entreprise pour essayer d'éviter les grosses boulettes, les grosses erreurs à acheter du Tesla sur des plus hauts, par exemple. Au niveau des résultats, pour vous montrer que globalement, on peut faire de belles choses, ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai ce portefeuille action. Et vous voyez que je fais 13,92% de performance annualisée contre 9,55% pour le S&P 500. Ce qui me fait un alpha, donc une surperformance sur mon portefeuille action de 4,37% par an. Et je ne fais pas des folies, je ne fais pas des dingueries à aller chercher des toutes petites entreprises hyper risquées ou quoi que ce soit. Globalement, j'essaie juste de me concentrer sur des actions de très bonne qualité qui ont des business ultra solides et les acheter à des valorisations intéressantes.
et ça m'a donné 4,37% de surperformance annuelle. Donc, globalement, oui, c'est possible potentiellement de faire mieux que le marché. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces actions? Alors, premièrement, on a la watchlist. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller regarder un petit peu ce qui se fait, regarder les différentes entreprises qui reviennent pour, voilà, globalement, si souvent les mêmes entreprises reviennent, c'est qu'il y a une raison. Et ensuite, on va les faire passer dans les 3 étapes. Donc, première étape, analyse quantitative. Donc, il faut décortiquer les finances de l'entreprise. Vous voyez que moi, je note les entreprises sur 190 points. Sur ces 190 points, on va analyser la croissance, la profitabilité, la rentabilité, les dettes, le dividende, les différents scores d'analystes et les performances passées. Donc, dans la croissance, il va y avoir le chiffre d'affaires, le bénéfice, les cash flows. Ici, il va y avoir les marges. Ici, tous les ratios de rentabilité. Ici, les ratios de dette. Le dividende, il va y avoir les ratios de distribution, etc., etc. Donc, ce travail, c'est très important de le faire continuellement parce que l'entreprise va évoluer. Donc, si on le fait une seule fois, c'est très bien, mais il faut le faire chaque année, voire même à chaque trimestre pour actualiser un petit peu les chiffres pour qu'on puisse avoir une vision et une direction d'entreprise. Vous voyez que par exemple, ASML ici est passé de 16,4 sur 20 au niveau quantitatif en 2023 à 17,3. Donc, on voit qu'ils se sont améliorés financièrement entre 2023 et 2024. Ce travail, il est essentiel pour une simple et bonne raison que le prix d'une entreprise est fortement corrélé à l'évolution des bénéfices de celle-ci. Vous voyez ici, c'est sur le S&P 500 depuis 1947. On a en bleu l'évolution du prix du S&P 500 et en vert, on a l'évolution des EPS, donc ce qu'on appelle les earnings per share, donc les bénéfices nets par action. Et vous voyez qu'il y a une corrélation quand même très forte entre l'évolution des bénéfices des entreprises du S&P 500 et l'évolution du S&P 500 en lui-même au niveau du prix. Donc le but de l'analyse quantitative et après de l'analyse fondamentale, c'est de trouver des entreprises qui ont une bonne qualité financière, une bonne croissance, des bénéfices qui évoluent et également des business qui vont pouvoir avoir de la prédictibilité sur les futurs revenus parce que ce qu'on veut, c'est analyser l'entreprise à un instant T pour s'assurer que dans les prochaines années, cette évolution des bénéfices continue. C'est pour ça que ce travail numéro 1 là, où tout le monde s'arrête et on regarde un petit peu les chiffres, quelques ratios, etc., ce n'est pas suffisant. C'est peut-être 10% du travail parce que 90% du travail se retrouve ici. C'est l'analyse fondamentale, l'analyse du business. Donc là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que fait l'entreprise, quels sont ses produits, qui sont ses clients, le management, tous les enjeux autour de cette boîte, les forces, les faiblesses, les perspectives d'avenir. Et quand je fais le travail en entier sur les entreprises qui ont passé les premiers filtres, ça peut prendre entre 20, 25, 30 heures pour les business les plus complexes. Et en fait, je vais aller poser plein de questions, donc 33 questions pour être précis, sur OK, quelle est l'activité? Est-ce que son business est simple ou complexe? Est-ce que ses revenus sont prédictibles? Quels sont les produits vendus? Comment est-ce qu'ils sont commercialisés? Etc. etc. Et par la suite, ça me permet de remplir une checklist pour éviter les grands risques. Par exemple, la question numéro 2, est-ce que l'entreprise est dépendante à un seul de ses produits? S'il n'y a aucune dépendance, donc 60% du CA n'est pas réalisé par un seul produit, c'est 1 point. S'il y a un produit qui réalise entre 60 et 80% du CA, c'est 0,5. Et s'il y a un produit qui réalise plus de 80% du chiffre d'affaires, alors c'est 0 point. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème sur ce produit, c'est un risque fondamental pour la boîte. Et après, je vais avoir à nouveau un système de notation pour noter la qualité de l'entreprise. On va aller voir ensemble après une analyse pour que je vous montre un peu plus en détail. Et troisième étape, c'est maintenant qu'on a analysé des boîtes qui sont de très bonne qualité, oui, elles sont de très bonne qualité, mais la plupart du temps, je ne suis pas le plus intelligent de cette terre et il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Donc, la valorisation de ces entreprises-là sont la plupart du temps assez premium et assez chères. Mais ce qu'on veut, c'est essayer d'attendre le meilleur moment possible pour essayer de rentrer et d'avoir une marge de sécurité. Donc, on peut calculer une valeur intrinsèque de l'entreprise et ensuite, on va essayer d'acheter en dessous de cette valeur intrinsèque. Si je fais un parallèle, globalement, si vous avez une voiture qui vaut 10 000 euros sur le marché, si sur le bon coin elle est affichée à 12 000, ce n'est pas une bonne affaire. Alors que si elle est à 8 000, là, c'est intéressant. Donc, on va essayer de calculer le bon prix et prendre une marge de sécurité. C'est pour ça que pour chaque entreprise que j'analyse, je vais tenir ce tableau à jour qui va se mettre à jour tous les jours et on va avoir des surévaluations, donc soit des sous-évaluations, soit des surévaluations. Vous voyez qu'il y a des entreprises comme Apply Materials ou ASML avec l'envolée récente de la boîte, on se retrouve à des survalorisations de 56%, 89% et on a du 33, 31, etc. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui sont globalement de bonne qualité, mais qui ont des narratives un petit peu moins positives en ce moment. Par exemple, Intuit, qui est un logiciel
qui est une entreprise de logiciels qui subit un petit peu la narrative de l'IA. Est-ce que l'IA va pouvoir remplacer ces logiciels-là? Donc TurboTax, Mailchimp, Credit Karma, tous ces logiciels qui sont très utilisés aux États-Unis. Et donc, on a une valorisation qui est décotée. C'est exactement ce qui s'est passé sur ASML et Google et ce qui m'a permis, vous le verrez après, de faire des très très bons coups parce que parfois, le marché sanctionne peut-être un peu trop lourdement certaines entreprises qui peuvent être intéressantes. C'est là que passer du temps sur l'analyse et bien comprendre le business, c'est essayer d'aller saisir des opportunités si l'entreprise est de bonne qualité, a une valorisation intéressante. Ensuite, le travail ne s'arrête pas là, puisqu'il faut suivre l'entreprise de près. C'est pour ça qu'à chaque résultat trimestriel, je vais également faire un espèce de mini-rapport pour savoir un petit peu quelles sont les informations essentielles au niveau des chiffres, quels sont les risques potentiels annoncés par la boîte, les perspectives d'évolution. Je vais écouter la conférence et je vais faire un travail de synthèse pour mettre à disposition ce travail, notamment aux personnes que j'accompagne. Parce que analyser la boîte une fois, c'est bien, mais analyser la boîte dans le temps, c'est beaucoup mieux parce que l'entreprise, elle peut évoluer et notre thèse d'investissement initiale peut changer avec plein de facteurs différents. C'est un travail que je mets à disposition des personnes que j'accompagne évidemment. Donc dans le programme SPAC, l'accompagnement SPAC, qui est mon travail actuel pour former et accompagner les personnes à optimiser leur patrimoine et leurs investissements en bourse, pour globalement éviter qu'elles passent des heures et des heures à analyser des entreprises. Donc l'idée, c'est de comprendre comment le faire, mais après, ces personnes-là, et normalement, toi ou vous qui regardez cette vidéo, vous avez tous des jobs et pas forcément le temps de faire tout ce travail. On va aller voir un exemple un peu plus précis sur Uber. Pour vous montrer rapidement une analyse, on va avoir donc l'analyse quantitative ici, l'analyse qualitative et ma thèse d'investissement. Donc pour l'analyse quantitative, ici, on va avoir donc la note sur 2024 et des données donc sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, avec des barèmes de notation qui me permettent également de noter l'évolution de l'entreprise. Pareil sur le bénéfice, pareil sur les cash flows, pareil sur les prévisions et les perspectives de croissance, les marges, etc. Je ne vais pas forcément tout vous montrer parce que ça va être long, mais l'idée c'est déjà de faire le travail quantitatif ici. Et ensuite, on va avoir l'analyse qualitative. On va retrouver les 33 questions dont je vous parlais tout à l'heure. Et si on prend par exemple, alors on va prendre quels sont les produits vendus par Uber. On va avoir tout le détail de ce que fait Uber. Donc par exemple, la mobilité, c'est le produit historique et au cœur du business. Donc on va avoir UberX, Uber Comfort, Uber Réserve, Uber Pool, etc., etc. Ensuite, on va avoir Uber Eats. On descend. On va avoir Uber Freight aussi, qui est moins connu. C'est le produit B2B, donc de logistique avec des camions, et etc., etc. Donc là, on a tout le détail. Et c'est un travail que je fais et que je mets à disposition des membres que j'accompagne pour qu'ils puissent comprendre vraiment tous les produits qui sont vendus par Uber et comment est-ce que ces produits servent le business. On va avoir également, par exemple, imaginons, est-ce que l'entreprise est plutôt B2B ou B2C? Et on va avoir le détail ici. Et en fait, tout ça va nous permettre de bien comprendre l'entreprise, ce qui est extrêmement important puisque au moindre secousse sur la boîte, si vous ne connaissez pas les entreprises que vous avez en portefeuille, alors vous n'êtes pas certain des décisions à prendre, soit de vendre, soit de conserver, soit de racheter. Et ça, c'est dommageable à long terme puisque vous allez prendre des décisions émotionnelles et non pas rationnelles. Ensuite, fait également le travail des résultats trimestriels, comme je vous ai montré. Donc là, par exemple, sur Uber, on va avoir les derniers chiffres avec une évolution de 20% du chiffre d'affaires. On va avoir 17% en plus d'utilisateurs actifs, 22% de trajets en plus. On va avoir les risques annoncés par l'entreprise. Donc, on a un petit résumé de la conférence. On va voir les perspectives d'évolution. Et comme ça, les personnes que j'accompagne, et notamment les personnes qui ont accès à ces analyses, ont la possibilité de venir lire en 10-15 minutes le résumé que je leur mets à disposition. Et ils sont à jour sur l'entreprise et sur la boîte. Faire ce travail, c'est pour avoir du résultat. Et évidemment, aller sélectionner les actions, c'est pour essayer d'aller chercher une performance supérieure au marché. Vous voyez que par exemple, ASML, Mastercard et Microsoft ont eu des performances exceptionnelles sur les 10 dernières années. Donc Microsoft 898, Mastercard 523 et ASML 1541%. Il y a également des mauvais élèves, et c'est là tout ce qu'on veut éviter. Par exemple, Air France, moins 70% en 10 ans, Nexity, moins 58%, Renault, moins 55%. Donc, je ne dis pas que ce sont des mauvaises entreprises en elles-mêmes, parce qu'il y a peut-être des coûts à faire parfois sur du moyen terme, du court terme, mais ce n'est absolument pas ma philosophie d'investissement. Et donc, jamais de la vie, j'irai mettre 1 euro sur ce genre de boîte-là. Moi, j'ai fait le travail pour aller plutôt chercher des entreprises qui ont des belles perspectives d'évolution, des beaux business, et sur lesquels je suis à l'aise à les détenir en portefeuille. Exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez que Google, pour moi, c'est une entreprise d'excellente qualité et avec une valorisation extrêmement intéressante, notamment après les annonces de Trump ici sur mars-avril. Donc j'ai renforcé extrêmement fort, ce qui fait que l'entreprise m'a fait 110% depuis.
et m'a généré une plus-value latente de 10 569 euros. ASML, pareil, j'ai acheté et renforcé dans toute cette zone ici parce que pour moi, il y avait une décorrélation entre la valeur du business et également son prix. Donc j'ai acheté, ça m'a fait 93%, 10 650 euros. Et là, j'ai allégé de 2 petites positions pour redonner un équilibre global à mon portefeuille entre le socle passif et les actions parce que j'avais une position sur ASML de environ 23 000 ou 24 000 euros. Donc ça commençait à faire beaucoup quand même pour une position. Et globalement, ce que je ne vous ai pas montré forcément jusqu'ici, c'est que j'ai monté un portefeuille également cette année, que j'ai lancé le 18 février. C'est un portefeuille en société, donc un compte titre avec ma société. Et j'ai investi uniquement en actions à travers ce compte titre en société. Et depuis que je l'ai lancé, donc le 18 février 2025, j'ai fait 27,78% de performance contre 0,69% pour le S&P 500 à devise égale. Donc encore une fois, je pense qu'il est possible, je vous ai assez montré aujourd'hui qu'il est possible de battre le marché. Oui, ça demande du travail. Oui, ça demande potentiellement de se former, d'être accompagné et de bien faire les choses. Mais c'est possible d'aller chercher plus de performance que les ETF. Et ça ne veut pas dire que les ETF sont à jeter, bien au contraire. Autre cadeau que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est l'accès à ma watchlist. Donc vous avez 11 actions que je surveille activement pour 2026. C'est le 3e lien en description, donc celui en dessous du tableur que je vous ai présenté en début de vidéo. Et vous avez globalement des analyses moins complètes évidemment que ce que je fais pour les personnes que j'accompagne, mais ça peut vous donner déjà une idée de quelques entreprises et avoir un peu une idée de chaque business, puisque j'ai fait une petite analyse de 1 à 2 heures pour chacune d'entre elles. Et point important, je voulais également vous montrer que c'est pas que moi, en tout cas, que c'est également possible pour d'autres personnes. Vous voyez que par exemple Chris, qui est du coup dans le programme et que j'accompagne depuis plus d'1 an et demi maintenant, qui, depuis le 1er janvier 2025, a fait 20% sur ses actions, alors que le S&P 500 avait fait 5% au moment où il a fait la capture d'écran. Pareil pour ses ETF, il avait fait 11,19, alors que le S&P a fait 5. Si je prends Joseph, ici, Joseph, pareil, depuis avril 2025, donc c'est un peu plus court terme évidemment, mais il a fait 50% de performance contre 13,39 pour le S&P 500. Maximilian, pareil, 58% de perche depuis qu'il a commencé, donc sur 1 an. Ici, Léo, il avait fait 10% en 3 ans d'investissement et depuis que je l'accompagne, il a fait 22% en 1 an. Claire qui a fait 58,86%, Sacha qui a fait 51,76% sur son compte titre et 63,99% sur celui de sa compagne. Donc voilà, il y a également des personnes qui arrivent à se former, comprendre les actions, les utiliser et avoir des performances super intéressantes, que ce soit à la fois sur le socle passif et également sur la sélection d'actions. À retenir de ce 4e pilier, sélectionner des actions n'est pas simple et c'est particulièrement intéressant pour créer un portefeuille sur mesure et performant. Parce qu'on n'a pas parlé d'un point très important, mais quand vous analysez des entreprises et quand vous investissez sur des actions, vous avez une compréhension fine de l'entreprise, de l'économie. Et moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec la compréhension que j'ai aujourd'hui des marchés financiers plutôt que quand j'étais uniquement sur des ETF avec une compréhension extrêmement superficielle. Je n'investissais pas autant que ce que je peux investir aujourd'hui parce que mes connaissances étaient limitées. Et pour vous parler un petit peu du début, j'ai commencé en 2019 avec aucune connaissance sur une assurance vie pilotée. Et en fait, j'avais déjà peur de mettre 1 500 euros. Donc aujourd'hui, je suis bien content d'avoir appris puisque j'ai un portefeuille de 170 000. Et quand je fais 10% dessus, ça me fait 17 000 euros de plus-value latente. Alors que quand j'avais 1 000 euros, même si j'ai fait 50%, j'aurais fait que 500. Donc c'est très important pour moi de développer ces connaissances, même si au final, vous voulez rester sur des ETF. Pilier numéro 5, les autres classes d'actifs. Et globalement, une autre classe d'actifs qui peut être intéressante pour diversifier votre patrimoine financier. Parce qu'on a vu jusqu'ici une bonne gestion de l'épargne court terme, donc le cash. On a vu également le portefeuille SPAC en bourse long terme qui peut intégrer donc, des ETF, de l'or, de la crypto et également des actions. Et on peut également intégrer de l'immobilier dans la location, soit physique, c'est un des gros piliers du patrimoine des Français, hein, soit de l'immobilier papier. Donc moi, vu que je parle uniquement de patrimoine financier, je ne vais pas parler d'immobilier physique. Par contre, je vais vous faire un petit aperçu des SCPI et comment est-ce que ça peut diversifier et être intégré à votre portefeuille. Qu'est-ce que c'est qu'une SCPI? Alors une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Donc la définition, c'est que c'est un fonds d'investissement immobilier collectif. C'est également appelé pierre papier, pardon. Et en gros, c'est des entreprises qui collectent de l'argent pour acquérir et gérer un patrimoine immobilier. Elles sont composées d'associés copropriétaires, les souscripteurs de parts. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être mes parents, ça peut être X ou Y personnes. Et ce sont des sociétés de gestion qui sont agréées et suivies par l'AMF, évidemment.
La mécanique de distribution des loyers. Donc, qu'est-ce que c'est l'avantage en fait d'investir dans des SCPI? C'est que tu vas acheter des parts d'une SCPI et cette SCPI va gérer un parc immobilier qui va recevoir des loyers et ces loyers vont être redistribués. Donc, vous voyez, vous avez des locataires qui envoient des loyers à la SCPI. La SCPI se charge de payer tout l'entretien, les travaux, les assurances. Il va y avoir également des frais de gestion pour le parc immobilier dans sa généralité qui peuvent être quand même assez élevés et tout le reste est distribué aux associés, soit trimestriellement, soit mensuellement. Donc en gros, le calcul des loyers versés, c'est loyer moins charges moins frais fois le nombre de parts détenues. Et donc ça permet tout simplement d'avoir un revenu passif et une exposition à de l'immobilier diversifié. Parce qu'en fait, il y a 4 grands avantages à choisir des SCPI. C'est premièrement que c'est assez accessible, donc ça peut être accessible des 1000 euros. Donc la barrière à l'entrée est faible et on a accès à de l'immobilier qui vaut des millions, hein, parce que les SCPI ne vont pas acheter un petit appartement, ils vont acheter des locaux aux Champs-Élysées, ils vont acheter des locaux à Londres, à Madrid, etc. On va être diversifié instantanément, donc on peut acheter avec une seule SCPI, finalement être associé de biens immobiliers en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans l'Europe en général, et dans différents secteurs. Ça peut être des bureaux, des commerces, de la logistique, de la santé. Donc le risque forcément est dilué par rapport à quand vous investissez sur un seul bien immobilier que vous gérez vous-même avec un seul locataire, etc. C'est de l'investissement dans du premium, donc c'est l'immobilier d'entreprise qui est peu accessible pour les particuliers en dehors des SCPI et c'est un marché qui est rentable, assez stable et impossible en direct. Et le quatrième avantage, c'est que c'est 100% passif. Les loyers tombent et vous n'avez pas de gestion locative, d'impayés, de travaux, d'assemblée générale. Vous avez une société qui gère absolument tout et vous avez un versement de loyer, un versement de dividendes. Alors forcément, c'est moins rentable que si vous faites des rénovations ultra poussées dans un appartement. Par contre, si vous n'avez pas le temps et que vous avez envie de vous exposer à l'immobilier pour avoir une gestion patrimoniale un peu plus large que simplement des actions, ça peut être intéressant. Justement, quel est le rôle patrimonial des SCPI? Alors les SCPI complètent en réalité un patrimoine en ajoutant une source de revenus réguliers décorrélée des marchés actions, une exposition à l'immobilier professionnel sans les contraintes de gestion, on l'a déjà vu, une diversification géographique et sectorielle, une classe d'actifs avec une volatilité bien plus faible que les actions. Donc le marché immobilier, vous le savez, il n'est pas coté tous les jours. Les actions montent et baissent tous les jours. L'immobilier, ce n'est pas le cas. Et vous avez une mutualisation des risques locatifs. Vous avez différents types de SCPI, hein. Donc les SCPI de rendement qui sont les plus connus, qui vont vous distribuer des loyers. Vous avez des SCPI fiscales qui sont très spécifiques et que je ne recommande pas forcément. Et des SCPI de plus-value qui vont peu ou pas distribuer de revenus, mais qui vont plutôt valoriser les biens. Donc pareil, je ne recommande pas forcément. Et ensuite, chaque SCPI peut être construit différemment. Donc vous avez des SCPI qui sont diversifiés, qui vont être sur plusieurs secteurs, des bureaux, des commerces, de la logistique, des entrepôts, enfin des locaux de santé, et diversifiés géographiquement. Et après, vous avez des SCPI spécialisés, donc concentrés sur un seul secteur. Donc vous pouvez avoir des SCPI de bureaux ou des SCPI de commerce ou des SCPI de logistique et des SCPI qui vont être concentrés sur une seule zone géographique, concentrés sur un seul pays. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec une SCPI concentrée sur des bureaux en France. Et c'est exactement ce genre de SCPI qu'on veut éviter parce qu'elles ne sont pas diversifiées. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022-2023 où ces SCPI de bureaux avec la vague de télétravail en France ont subi globalement des pertes assez importantes. Sur les SCPI, il faut comprendre qu'il y a peut-être 70% des SCPI qui sont à jeter et peut-être 30% qui sont intéressantes. Mais ça reste une classe d'actifs importante, intéressante, mais ne pas utiliser n'importe comment. Exemple, Hirokozen, c'est une SCPI que moi j'ai en portefeuille, dans mon patrimoine, et vous voyez qu'elle distribue donc, des loyers, donc 1,24 euros par part en brut, et ensuite, une fois qu'on enlève la fiscalité étrangère, il nous reste 1,02. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une bonne prévisibilité des loyers qui sont versés. À retenir sur les SCPI. Donc, les SCPI permettent d'obtenir des revenus réguliers, de mutualiser les risques locatifs, d'avoir une gestion 100% déléguée et d'obtenir un couple rendement-risque intéressant si et seulement si la fiscalité est comprise et anticipée, parce que la fiscalité sur l'immobilier est quand même élevée. Si vous faites des SCPI en France en nom propre et que vous avez une tranche marginale d'imposition de 30%, vous allez avoir 30% de fiscalité plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc ça va faire une fiscalité de 47,2% sur les loyers, ce qui est extrêmement élevé. Vous pouvez utiliser les SCPI européennes, donc même les privilégiés, puisque sur les loyers qui sont perçus à l'étranger et qui sont ensuite rapatriés en France,
Vous avez déjà l'imposition qui est prélevée directement à la source par les pays et surtout, vous n'avez pas de prélèvements sociaux. Donc, vous avez une fiscalité qui est beaucoup plus douce sur les SCPI européennes. Et vous pouvez également utiliser le démembrement de propriété. Si c'est utilisé intelligemment, ça peut être très intéressant. Donc la nue propriété et l'usufruit, je ne vais pas tout détailler, mais globalement, il y a des solutions pour utiliser les SCPI intelligemment. Et ça permet d'investir avec peu de volatilité et une faible corrélation à la bourse. Maintenant, il y a également des inconvénients, hein. Donc les SCPI ne sont pas aussi liquides que les actions et les ETF. Il existe un risque de perte en capital. Les frais sont élevés et on l'a vu, la fiscalité peut être extrêmement élevée selon les profils. Ce que vous devez retenir de ce petit passage sur les SCPI, c'est que ce n'est pas un placement sans risque. Il est possible de perdre du capital et de voir les revenus baisser et tu peux également te retrouver bloqué si jamais la SCPI est en difficulté. Donc, il faut bien les sélectionner, évidemment, et ces risques sont maîtrisables si tu respectes également 3 règles. Donc, premièrement, les SCPI sont des investissements long terme, donc 8 ans, 10 ans et plus. Avoir une bonne diversification dans les SCPI en elles-mêmes et ensuite avec plusieurs SCPI. Et évidemment, analyser chaque SCPI avant d'investir. Donc, analyser des critères quantitatifs, hein, comme le TOF par exemple, le taux d'occupation financier, ou le RAN, c'est le report à nouveau, l'historique de la SCPI. Bref, on ne va pas faire, voilà, ce serait compliqué de tout faire, de tout détailler dans cette vidéo, mais il est possible de faire de belles choses avec les SCPI. Maintenant, on va s'intéresser au 6e et dernier pilier, qui est gérer et bien sortir, puisqu'on l'a vu au début de la vidéo, mais l'objectif de tout investisseur, c'est de profiter de son patrimoine et son capital à un certain moment. Donc l'idée, c'est d'anticiper ça. Et donc pour ça, on va essayer d'anticiper et de préparer les différents obstacles sur le parcours d'investisseur. Il va y en avoir plusieurs, hein. Par exemple, les crises, on sait que ça va arriver. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer une crise en bourse? Donc ici, vous avez un tableau des chutes de marché sur le S&P 500 depuis 1928. Et vous voyez que les chutes entre 10 à 15% sont fréquentes. Les chutes entre 40 à 50% sont finalement peu fréquentes. Et j'ai fait des petits calculs, hein. Donc les chutes supérieures à 20%, entre 20 et 30, ça arrive environ 20 fois. Donc une fois tous les 5 ans. Les chutes entre 30 et 40%, ça arrivait 12 fois. Donc une fois tous les 7,5 ans. Les chutes supérieures à 40%, ça arrivait 7 fois, donc une fois tous les 12,8 ans. Et les chutes supérieures à 50%, ça arrivait 3 fois, donc une fois tous les 30 ans. Donc globalement, la majorité des chutes vont se retrouver, enfin, on va dire ici, entre 20 et 40%. Mais mince, je me suis trompé, je crois. C'est en dessous. Bon, bref, ce qu'il faut comprendre, c'est pas très important au niveau des stats, mais c'est que globalement, les chutes inférieures à 30% sont largement les plus fréquentes. Au-delà, ça commence à être vraiment extrêmement rare et à voir ensuite comment est-ce qu'on fait pour saisir ces opportunités. Ce graphique, il est très parlant puisque il vous indique les crises, hein, depuis 1960, je pense. Et vous voyez que les pics orange, c'est ce qu'on appelle les bear markets, donc les marchés baissiers, c'est marqué ici en haut. Et en bleu, c'est ce qu'on appelle les bull markets. Donc, après chaque crise, il y a souvent une période de bull market. Par exemple, après la crise ici de 1987 où il y a eu moins 33,5%, on a eu un rallye haussier de 582%. Ensuite, on a eu la crise ici des valeurs Internet avec une forte chute et derrière, c'est monté de 101%. Ensuite, on a eu la plus grosse chute enregistrée sur le S&P 500, c'est suite au subprime, donc ça a fait moins 51,9%. Et derrière, c'est quand même reparti de 400%. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre ici dans ce schéma, c'est que les marchés haussiers sont en moyenne plus forts. Donc on est à 151,6% contre moins 34,2% pour les marchés baissiers et durent beaucoup plus longtemps. On est à une moyenne de 11,1 mois pour les marchés baissiers et de 51 mois pour les marchés haussiers. Donc encore une fois, si on remet le long terme dans l'équation, il est extrêmement peu probable de perdre de l'argent si vous avez une stratégie et que vous tenez sur le long terme. Donc comment est-ce qu'on fait pour profiter des crises? Les actions à mettre en place, c'est aucune action si la chute est inférieure à 20%. On l'a vu, statistiquement, ça arrive très fréquemment. Si la chute est entre 20 et 30%, alors on peut essayer d'augmenter peut-être le DCA. Et si une chute est supérieure à 30%, alors potentiellement, statistiquement, c'est une belle opportunité. Par contre, avant de faire tout ça, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est de ne jamais investir son épargne de précaution, toujours être 100% à l'aise avec ce que vous allez faire en investissement. Ne pas augmenter si vous n'êtes pas à l'aise avec ça,
être 100% OK avec les titres achetés, hein. Donc pareil, bien connaître les actions, bien connaître les ETF et être à l'aise avec votre stratégie. Ne pas se précipiter pour acheter, donc ne pas le faire avec les émotions, le faire avec une stratégie et garder une cohérence au niveau stratégique, encore une fois. Ensuite, au niveau de la projection qu'on peut faire et des revenus qu'on va pouvoir tirer de nos investissements, il ne faut pas oublier que même si de mon côté, je ne suis pas un investisseur à dividendes, parce que j'estime que quand on est en phase de capitalisation, le but est d'avoir la meilleure performance possible et les dividendes ne vont pas forcément servir cet objectif. On est quand même forcé de constater que même si on a des faibles dividendes aujourd'hui, avec une belle croissance des dividendes, donc vous voyez que sur mon portefeuille actuel, j'ai 0,67% de rendement actuel, mais une croissance d'environ 11% par an. Et en plus, je les réinvestis. Donc, globalement, si je continue d'investir et que je continue d'avoir environ un portefeuille qui ressemble à celui que j'ai actuellement, dans 20 ans, j'aurai un rendement sur coût de 3,56%. Pourquoi? Parce que les entreprises ici vont continuer d'augmenter leurs dividendes. Et donc, si je me projette, ça fait environ 15 584 euros de dividendes en 2045. On enlève la flat tax approximativement, ça nous laisse 10 908 euros, ce qui me fait 909 euros par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille. Donc, il y a ces premiers revenus qu'on peut avoir, même si aujourd'hui, on n'est pas dans une construction de stratégie à fort dividende ou quoi que ce soit. Même des faibles dividendes croissants, ça peut délivrer des revenus passifs par la suite. Ensuite, il y a des questions qui peuvent arriver, comme quand est-ce qu'on décide de vendre une action? Il y a des entreprises de qualité qui peuvent avoir des difficultés financières. On le voit par exemple avec LVMH aujourd'hui, qui est un groupe de bonne qualité, avec un business qui est quand même solide, mais qui a des difficultés avec le contexte géopolitique actuel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas réagir trop vite si la dégradation est légère. Il ne faut pas prendre de décisions basées uniquement sur les chiffres trimestriels. Et surtout, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur les finances. Les finances sont un point important, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir une thèse d'investissement. Et à partir du moment où la thèse d'investissement n'est pas rompue, il n'y a pas forcément de raison fondamentale de vendre l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut également regarder s'il y a une perte d'avantage concurrentiel, s'il y a une dégradation de l'image de marque, s'il y a un échec dans l'innovation, les nouveaux produits, un changement de management, une mauvaise culture d'entreprise, etc., etc. Donc tout ça est à remettre dans le contexte de la valorisation, donc toujours comparé par rapport à la valorisation, et également par rapport aux finances. Par exemple, si LVMH aujourd'hui a une légère dégradation de l'image de marque, a des marges qui baissent un tout petit peu et finalement une analyse quantitative qui diminue et qui est de moins bonne qualité que les années précédentes. Et qu'en plus de ça, vous me dites que LVMH fait un nouveau record historique et a dépassé les 800 euros, à ce moment-là, effectivement, il y a une décorrélation entre la valeur et le prix de l'entreprise en bourse par rapport à ce qu'elle est réellement. Et là, pour moi, il y a une raison de vendre. C'est pour ça que c'est quelque chose que je surveille et c'est globalement une des seules raisons que j'ai de vendre certaines entreprises. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour profiter de son portefeuille? On l'a vu rapidement avec les dividendes croissants, mais vous devez vous poser ces questions. À partir de quel âge aurais-je besoin d'une rente? Première question. Deuxième, combien d'années me séparent de mon objectif? Troisième, quel sera le montant de ma retraite? Quatrième, quel montant de rente annuelle complémentaire ai-je besoin? Est-ce que je veux transmettre du capital? Est-ce que je veux tout utiliser? Etc. etc. On va faire un petit exemple. Imaginons Guillaume, 35 ans, qui veut une rente à partir de 60 ans. Donc 25 années le séparent de l'objectif. Il compte sur une petite retraite de l'État et il veut 1 200 euros par mois de rente complémentaire nette. Et il veut garder du patrimoine à transmettre, donc il ne veut pas taper trop dans son portefeuille pour pouvoir transmettre du capital. Aujourd'hui, il a investi 5 000 euros et il a investi 400 euros par mois à 9% par an pendant les 25 années. Donc il a investi au total 125 000 euros, il gagne 324 000 et il a un solde final de 449 000 euros. Il peut avoir une rente par vente dans un premier temps. Donc Guillaume veut avoir une rente à 60 ans. Son portefeuille est de 449 000 avec 2% de dividendes. Donc globalement, les 2% de dividendes représentent 8 980 euros et donc 6 286 euros net. Au-delà de ça, la rente par vente va venir ici. Il décide de vendre 3% de son portefeuille pour sa rente. Donc chaque année, il va vendre 3%, ce qui permet de vendre une petite partie du portefeuille et de laisser le reste du portefeuille continuer de fructifier. Et ça lui fait 13 429 euros. On enlève la flat tax, ça donne 9 429 euros. Et donc si on fait 6 286 euros net de dividendes
plus 9 429 € net de vente, alors il obtient une rente complémentaire de 15 715 € par an, soit une rente mensuelle de 1 309 € net d'impôts. Voici comment la bourse peut te permettre de préparer ton avenir financier. Et je sais, on vient d'aborder en 1h20 ici beaucoup de sujets essentiels. Et évidemment, c'est encore une fois compliqué de tout intégrer, de tout appliquer. Et on revient exactement au métier que moi je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les personnes comme toi à les aider justement à mettre en place la stratégie. Pour ça, j'ai un accompagnement et j'aide en gros à développer 4 piliers. Premièrement, des connaissances solides pour devenir autonome. Pour moi, l'autonomie a beaucoup plus de valeur que simplement te dire quoi faire. Des outils et des analyses de qualité pour gagner du temps. Un réel accompagnement pour éviter tout blocage et également être entouré d'investisseurs dans une communauté. C'est un peu les 4 missions que j'ai à travers le programme SPAC. Et pour répondre à chaque mission, j'ai créé différentes choses. Premièrement, pour la première mission, l'idée c'est que tu aies accès à une plateforme e-learning pédagogique mise à jour régulièrement avec 11 gros modules. Donc 10 modules sur la partie bourse, donc premier sur les finances perso, ensuite sur les bases de la bourse, la psychologie, les supports, la stratégie, la fiscalité, tout comprendre nos ETF, la création de ton socle passif qui est parfait pour toi et ton profil, l'analyse d'action, comment traquer son portefeuille, comment déclarer l'imposition pour être dans la légalité, et ensuite toute la partie poussée de gestion du portefeuille long terme. Et enfin, il y a un module bonus complet de 250 diapos tout de même pour investir de manière optimisée en SCPI. Le but du programme, c'est que ce soit un programme qui soit tourné vers l'action. Mon objectif n'est pas simplement de donner des vidéos pour que les personnes visionnent ça et qu'elles restent un petit peu dans leur coin sans jamais rien appliquer et sans avoir de résultats. Et pour ça, j'ai mis en place un système d'étapes où sous les vidéos, il va y avoir des petits exercices pour appliquer ce que tu es en train d'apprendre. Par exemple, pour la partie socle passif, une fois que tu as visionné les différents types de socle passif et les différents ETF qui te permettront de composer ton portefeuille, on va voir ensemble pour ta situation et tes objectifs, quelle serait la répartition de ton socle passif. Tu peux cliquer sur répondre ici, ça va ouvrir en encart et à ce moment-là, moi, je vais avoir une réponse de ta part. Je vais pouvoir te donner mon avis, te guider, t'aider à optimiser, réfléchir avec toi et ça permet d'activer à chaque fois ce que tu es en train d'apprendre pour éviter la passivité. Mission numéro 2, gagner du temps. Donc, pour toutes les personnes que j'accompagne, elles ont accès à toutes mes analyses d'entreprise, mes analyses d'ETF, donc un accès complet à toutes mes analyses d'actions réalisées grâce à des logiciels qui sont quand même assez avancés et payants. Et je fais une analyse supplémentaire par mois, ainsi que la mise à jour de chaque analyse que j'ai fait et que j'ai mis à disposition dans la base de données. Donc aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'entreprises analysées. À chaque trimestre, je vais analyser les résultats des 20 entreprises pour vous faire le suivi de celles-ci et que vous puissiez vraiment avoir une vision à l'instant T de l'entreprise. Est-ce qu'elle évolue bien ou est-ce qu'elle évolue pas bien? Donc ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et qu'on vous met à disposition. Il y a également un accès complet à mon portefeuille personnel. Donc, je suis le premier client de tout le système que je vous ai présenté aujourd'hui. Et globalement, vous avez accès à tout ce que je fais sur mon portefeuille, donc tous mes achats, toutes mes ventes, que ce soit les ETF, les actions, les SCPI. Vous avez le détail de mes choix. Et c'est des ventes des ventes. Très peu de ventes qui sont réalisées. La plupart du temps, c'est des achats, mais qui vont être effectués chaque semaine, chaque mois. Mission numéro 3, un réel accompagnement. Donc, il y a une deuxième plateforme dans l'accompagnement que je propose qui s'appelle Slack, qui ressemble globalement à un Discord un petit peu plus épuré. Et là-dessus, vous pouvez me contacter directement, personnellement, pour me poser vos questions. Vous voyez, par exemple, Chloé m'a envoyé un vocal et je lui ai répondu en message vocal. Et du coup, tout était clair, impeccable, merci. Ça, c'est inclus dans l'accompagnement que je propose. Mon but, c'est de pouvoir vous guider et vous débloquer. Donc, j'assure un suivi 7 sur 7 pour répondre à la moindre question des membres du programme. Il y a également un coaching de groupe en live chaque semaine. Donc ça aussi, c'est un rendez-vous qui est important, qui n'est pas obligatoire parce que tout est enregistré et tout est mis en replay, évidemment, pour les personnes du programme. Mais on va faire des cas pratiques, donc des analyses de portefeuille, des analyses de l'actualité, des analyses de patrimoine, des analyses d'actions, de résultats. Et je réponds à toutes vos questions et globalement, vous avez un replay disponible dès le lendemain matin. Ça permet de faire de la formation continue et même d'aborder différents types d'investissements comme les SCPI, le private equity, la crypto, etc., etc. Donc ça fait un point de contact hebdomadaire. Mission numéro 4, créer une communauté. Donc on est ici sur le Slack, donc vous voyez qu'il y a différents canaux et ensuite vous avez votre canal personnel sur lequel vous pouvez me contacter. Et en fait, vous pouvez échanger avec les différentes personnes, échanger avec moi également, mais ça permet d'échanger sur la bourse, de partager ses victoires, de demander des avis et de ne plus se sentir seul parce que je sais que la plupart du temps, ce qui est un petit peu compliqué quand on investit en bourse, c'est que notre entourage ne le fait pas forcément, ne comprend pas ce qu'on fait. Donc là, vous vous retrouvez dans un écosystème où toutes les personnes avancent dans le même sens que vous.
Justement, les objectifs des membres du programme SPAC sont exactement et sûrement les mêmes objectifs que toi. Donc, c'est-à-dire partir à la retraite plus tôt, augmenter le patrimoine financier, devenir plus indépendant financièrement, avoir les moyens de voyager avec leurs futurs enfants, construire une maison, ne plus avoir à compter. Et j'ai aujourd'hui plus de 300 personnes que j'ai accompagnées, plus de 350 déjà, beaucoup qui sont encore en train de se former. Et j'ai quand même 112 avis 5 étoiles sur Trustpilot. Donc, il y en a quand même un bon paquet, hein. Vous l'avez quelques captures d'écran ici par rapport au fait que je prends toujours le temps de répondre aux questions, par rapport également à que ça en vaut la peine, hein, que le boulot est monstrueux, entre guillemets. Donc, je ne vais pas forcément faire la suréloge de mon travail. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez taper Trustpilot Clément Bravo et vous avez tout le détail de tous les avis qui ont été laissés par les différentes personnes du programme. Donc, vous voyez, c'est des avis qui sont quand même assez construits, parfois très longs. Donc, ça vous permet de faire une bonne idée du travail que je propose. Maintenant que je t'ai expliqué concrètement ce que je fais dans la vie et comment est-ce que j'accompagne les personnes, j'ai une proposition pour toi. Si ça t'intéresse et si ça fait sens dans ta situation, tu peux réserver un appel avec moi directement ou avec un membre de mon équipe qui est formé pour justement faire ces appels-là et faire le bilan avec toi. Parce que dans cet appel, on va faire quelque chose qui est extrêmement important. Donc, faire le point sur ta situation actuelle, faire le point sur tes objectifs financiers, faire également le point sur ce que tu as déjà mis en place, faire un plan d'action pour t'aider à optimiser. Et évidemment, si ça fait sens par rapport à ta situation et que tu as envie de nous rejoindre et de rentrer dans l'accompagnement que je peux te proposer pour optimiser ton patrimoine et tes investissements, on te parlera en détail de l'accompagnement, également des modalités pour rentrer dans le programme. Sachant que si aujourd'hui on est 350, c'est que globalement, le prix que je propose pour mon accompagnement et la valeur que j'y délivre à l'intérieur est cohérente. Sinon, il n'y aurait pas autant de personnes qui auraient suivi ce programme-là. Et évidemment, on prendra le temps de répondre à absolument toutes les questions, sachant qu'on n'est pas là pour forcer qui que ce soit, mais simplement pour informer. Et vu les résultats des personnes que j'accompagne, je suis certain que ça peut aider de très nombreuses personnes qui regardent cette vidéo. Donc, si jamais, c'est le premier lien en description pour réserver un appel. Il y a des créneaux avec moi, s'ils sont réservés sur les créneaux où je suis disponible, et également avec mon bras droit qui travaille avec moi depuis très longtemps et qui est tout aussi compétent pour pouvoir vous guider sur votre situation et sur le programme. Point important, ce n'est pas une fausse urgence marketing ou quoi que ce soit, mais je limite forcément le nombre d'entrées mensuelles. Je prends entre 10 et 15 personnes maximum pour la simple et bonne raison que ça me permet personnellement d'assurer un suivi de qualité. Parce que comme vous l'avez vu, c'est moi qui réponds à toutes les personnes, c'est moi qui accompagne, c'est moi qui fais les coachings de groupe. Donc vous êtes en relation directe avec moi et donc je ne peux pas prendre 40, 50 personnes par mois, ça serait impossible. Donc je limite forcément le nombre d'entrées, le nombre d'appels également. Donc si ça vous intéresse, voilà, réservez votre appel, prenez les informations, on vous donnera absolument tout. Et maintenant, si jamais vous avez des questions ou quelque chose, un commentaire ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez également la possibilité de laisser un commentaire sous cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai mis du temps à la préparer. Elle va durer une bonne heure et demie finalement, mais j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de positif. Donc pour finir, si jamais ça vous intéresse de vous faire accompagner pour optimiser, vous avez le lien pour prendre un appel avec moi ou avec mon bras droit. C'est le premier. Et sinon, je vous dis à très bientôt. C'était Clément. Ciao.